Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la région des Grands Lacs africains. Vous avez suivi certainement les propos du président burundais, Evariste Ndayishimiye, qu'il a tenu devant les représentants du corps diplomatique et consulaire accrédité à Bujumbura. C'était le vendredi 31 janvier 2025. Au cours de son discours, le président Ndayishimiye a mis en garde la communauté internationale que si rien n'était fait pour arrêter le Rwanda qui est maintenant en train d'enregistrer conquête sur conquête à l'est de la République démocratique du Congo, le conflit serait généralisé. Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Ne pensez pas que c'est le Burundi seulement qui éprouve une menace. Les Sud-Africains sont en train de souffrir à l'Est du Congo. Est-ce que vraiment, vous voyez où se trouve l'Afrique du Sud? Mais l'insécurité à l'Est du Congo a des conséquences sur l'Afrique du Sud. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Donc, au point de vue sécuritaire, seulement nous avons cette menace à l'Est du Congo. Si vous laissez les choses se détériorer comme ils sont, sachez très bien que les conséquences seront néfastes. Et chaque pays va se débrouiller lui-même. Peut-être les ressortissants du Rwanda, du Burundi et du Congo, la République démocratique du Congo, savent ce que cela veut dire. Mais pour que les autres qui nous suivent puissent comprendre, il faut avoir en tête les ramifications qui existent entre le conflit congolais et rwandais, le conflit entre le Rwanda et le Congo. Le Congo accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23. Et normalement, on sait que le Rwanda dispose de troupes considérables à l'est de la République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu, qui sont maintenant en train de descendre vers le sud du Kivu, vers Bukavu, après la prise de la ville de Goma la semaine dernière. Et le président burundais, alors, ce qu'il disait, c'est qu'il craignait pour la sécurité de son pays. Parce que ce qu'il a dit, c'est que si les troupes rwandaises, pseudo M23, parviennent à conquérir la ville de Bukavu, la prochaine étape, ce serait l'invasion de son pays, le Burundi. Et il dit alors, on ne va pas se laisser faire. Il y aura une guerre généralisée. Nous avons voulu évoquer ce sujet parce que il y a certainement des gens qui ne savent pas ce qui se trame réellement. Et pourquoi le Burundi craint pour sa sécurité.
Pour cela, il faut remonter à l'année 2015. En 2015, il y a eu des tensions politiques au niveau interne. C'était interne, mais avec des interventions extérieures, notamment du Rwanda. Cette année-là, le président d'alors, Pierre Nkurunziza, a décidé de briguer un troisième mandat, ce qu'il ne voulait pas entendre son opposition. Mais c'était une question d'interprétation de la Constitution. Puisque la Constitution burundaise de 2005 stipule que le président ne peut pas faire plus de 2 mandats. Or, le président Nkurunziza avait été élu la première fois en 2005 et il avait été élu par le Parlement. En 2010, il avait été élu au suffrage universel. Et en 2015, il s'agissait de savoir si le premier mandat de 2005 allait compter dans les 2 mandats autorisés par la Constitution. C'était donc une question d'interprétation. Évidemment, c'est discutable. Mais le camp présidentiel a pensé, a conclu que le premier mandat de 2005 ne comptait pas. Et puis, Nkurunziza a brigué un troisième mandat qu'il a eu et qu'il a obtenu, et il a continué à diriger le pays jusqu'en 2020. Mais l'opposition a saisi cette occasion pour crier au scandale. Et en cela, l'opposition a été soutenue par le Rwanda. Et ce n'est pas une question de crier au scandale seulement. Il y a eu des tentatives de coup d'État. Le Rwanda a téléguidé un certain général burundais, Godefroid Niyombare, qui a organisé un coup d'État et qui allait réussir s'il n'y avait pas eu l'intervention, surtout de la Tanzanie, qui a fait échouer la tentative de coup d'État. Après l'échec du coup d'État, le général Godefroid Niyombare et ses pairs se sont réfugiés au Rwanda. Et c'est justement le point de départ des frictions entre le Rwanda et le Burundi. Parce que je ne vous parlais pas justement pour justifier le coup d'État. Il y a eu des tensions au Burundi, notamment dans la capitale, et le Rwanda a accusé le Burundi de commettre un génocide en s'apprenant notamment aux ressortissants de la population Tutsi. Ça n'a pas été prouvé, mais le Rwanda a tenté justement d'accuser le Burundi de commettre un génocide. Et le Burundi, d'ailleurs, a subi une série de sanctions de la part de la communauté internationale, soulevées essentiellement par la partie rwandaise. Et c'est à ce moment-là que les tensions ont réellement commencé. Pierre Nkurunziza a fini son mandat en 2020 et finalement il est décédé de mort naturelle, remplacé par le président actuel Evariste Ndayishimiye en 2020, qui a été élu en 2020. Mais Evariste Ndayishimiye appartient au même camp que Pierre Nkurunziza. Ça veut dire que les problèmes qui ont commencé en 2015 ont continué même sous le mandat d'Evariste Ndayishimiye. Et les problèmes, justement, consistent dans ce que le camp burundais qualifie de
velléité de déstabilisation du territoire de la part du Rwanda, qui est en train de former une rébellion. Parce que le fameux général Godefroy Niyombare et ses pairs qui se sont réfugiés au Rwandais, en réalité, ils ont formé une autre rébellion qui s'appelle Rede Tabara, entraînée par le Rwanda. Et le Burundi réclame que ces gens soient extradés au Burundi. Et ce que ne fait justement pas le Rwanda. Voilà le point de désaccord avec, entre le Burundi et le Rwanda. C'est que le Burundi réclame que ces gens qui ont voulu renverser le pouvoir, les institutions au Burundi en 2015, soient extradés dans le pays. Évidemment, le Rwanda ne le fait pas. Et c'est un point énorme de désaccord. À la fin du mois de décembre 2023, lors des vœux de l'année 2024, le président Ndayishimiye a accusé ouvertement le Rwanda de vouloir déstabiliser son territoire et il a pris la décision de fermer les frontières. Jusqu'à présent, les frontières entre le Rwanda et le Burundi sont fermées. Et le Rwanda, justement, continue d'alimenter cette tension en armant et en formant cette rébellion du M23 dirigée par un certain Alexis Nduhije. Et le Burundi, justement, pour se défendre, n'a trouvé d'autre moyen que de s'allier à son voisin, la République démocratique du Congo. Et donc, il y a un contingent militaire du Burundi qui se bat aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo à l'est de ce pays. Ça veut dire, en réalité, qu'il y a des forces armées du Burundi qui se battent contre l'armée rwandaise, qui est, même si le Rwanda ne le reconnaît pas, aux côtés de la rébellion du M23. Et d'après des sources bien crédibles, puisque l'armée burundaise est plus aguerrie que l'armée congolaise, c'est le Burundi en réalité qui donne du fil à retordre à l'armée rwandaise qui se bat à l'est de la République démocratique du Congo sous le paravent de la rébellion du M23. Et vous avez donc suivi ces derniers temps, après la prise de la ville de Goma par l'armée rwandaise, qui a envoyé plus de 10 000 personnes, de 10 000 hommes pour faciliter la prise de la ville de Goma, l'armée rwandaise, sous le paravent du M23, est en train de se diriger vers les Bukavu. Et pour le Burundi, si cette rébellion du M23, ou disons-le, si l'armée rwandaise parvient à prendre la ville de Bukavu, capitale du sud du Kivu, comme elle est arrivée à prendre la ville de Goma dernièrement, le Burundi craint pour sa sécurité. Comme le disent les Burundais, le plan du Rwanda est en réalité de pouvoir s'emparer de la ville de Bukavu, de continuer vers le sud du Uvira et d'envoyer la rébellion de Redi Tabara déstabiliser le territoire burundais. Et c'est pour cela que le président Ndayishimiye disait que son pays n'allait pas se laisser faire. Et donc, il dit, le président burundais dit, retenez le Rwanda, empêchez le Rwanda de continuer de s'emparer des territoires congolais, parce que son plan, c'est de descendre vers le sud et de déstabiliser notre territoire. Et pour cela, nous n'allons pas nous laisser faire. Voilà donc la question d'envergure. Cette question qui consiste à savoir pourquoi
le Rwanda continue de déstabiliser le territoire de ses voisins. Il y a le Congo maintenant, il y a le Burundi. Donc, ce que disait le président burundais, on l'a compris, et c'est que le pays, ce que disait le président burundais, c'est que son pays allait continuer à soutenir l'armée congolaise dans sa lutte contre la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Et ça nous amène justement à cette généralisation dont parlait le président Evariste Ndayishimiye. Comment est-ce que cette généralisation peut se faire? Évidemment, les experts militaires peuvent mieux nous l'expliquer. Mais cela veut dire que lui, Evariste Ndayishimiye, estime que si le Rwanda continue au sud, que si jamais le raid du Tabara traverse la frontière vers le Burundi se réserve également le droit d'envoyer une rébellion fomentée, comme le fait le Rwanda, vers son pays frère au nord. C'est pas très compliqué. Il s'agit de prendre quelques Rwandais dissidents, de les entraîner, de les envoyer vers la forêt de Nyungwe ou vers Ibreye, je ne sais pas où, et de créer une rébellion rwandaise. Ou peut-être, pourquoi pas, les deux pays peuvent s'affronter ouvertement. Et c'est là où je demande à la communauté internationale si elle a conscience de ce qui est en train de se passer dans cette région. Déjà, il y a le fait que on a vu, on a suivi, on en a dit déjà, on en a parlé, les grandes puissances, à commencer par les 5 membres du Conseil permanent des Nations Unies, mais aussi les autres puissances mondiales, n'arrivent jusqu'à présent pas à condamner ouvertement le Rwanda pour ses agissements à l'est de la République démocratique du Rwanda. Enfin, il y a des condamnations, mais il n'y a pas de prise de sanctions concrètes. Il faudrait qu'il y ait des sanctions, il faudrait qu'il y ait des décisions concrètes qui empêchent le Rwanda de continuer à déstabiliser les voisins. Parce qu'on l'a dit ici, si les États-Unis, si la Russie, si la France, si la Grande-Bretagne ou la Chine disaient ouvertement au Rwanda, retirez vos troupes de la République démocratique du Congo, sinon nous allons prendre des sanctions, le Rwanda n'hésiterait pas à le faire. Mais puisque justement, il y a des hésitations, il y a des tergiversations, le Rwanda continue à s'entêter. Et ce n'est pas étonnant que dans les prochains jours, on entendra peut-être que la ville de Bukavu a été conquise par la pseudo-rébellion du M23 qui est en fait composée actuellement depuis la prise de Bukavu par les forces spéciales rwandaises. Et si le président burundais a osé élever sa voix comme cela, comme il l'a fait le 31 janvier, c'est que justement, il voyait que la communauté internationale est à mort. La communauté internationale ne fait rien. Et il a mis en garde contre une sorte de généralisation de la guerre, ce qui peut arriver. On verra ce qui va se passer dans les tout prochains jours. Et donc, je voulais évoquer ici aujourd'hui cette prise de parole du président Evariste Ndayishimiye qui est très remarquée. Et d'ailleurs, je pense qu'il a bien fait de le faire.
Parce que si jamais ce qu'il a dit se produit, la communauté internationale sera mise devant sa responsabilité, à commencer par les grandes puissances. Les grandes puissances qui n'osent pas condamner le Rwanda, qui est le principal acteur, le principal déstabilisateur de cette région. Et comme l'a dit le président Ndayishimiye justement, ce n'est pas seulement le Congo et le Burundi, mais il y a également la Tanzanie et même l'Ouganda qui peuvent être menacés. C'est le premier point justement, c'est la prise de parole du président Ndayishimiye. Et dans ce sens, j'ai suivi lorsque les journalistes ont demandé au président américain Donald Trump ce qu'il pensait de ce conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il s'est contenté de dire que c'est un problème sérieux. Bien sûr que c'est sérieux, tout le monde le sait. Mais que faites-vous justement? C'était la question du journaliste. Que faites-vous pour que ce problème sérieux soit résolu? Vous êtes quand même à la tête de la plus grande puissance mondiale, économiquement et militairement parlant. Ah ben, c'est sérieux, oui, bien sûr que c'est sérieux. Tout le monde, personne ne l'ignore. Et savez-vous, monsieur Donald Trump, savez-vous combien de personnes sont mortes à Goma lors de l'assaut des forces spéciales pour la prise de la ville, mardi de la semaine dernière? Le ministère de la Santé du Congo a parlé de 773 corps recensés dans les hôpitaux et dans les morgues de la ville. Mais en réalité, c'est 2 fois ou 3 fois plus de morts tués par les Rwandais qui ont traversé la frontière. Et quand on vous pose la question, vous constatez de dire que c'est un problème sérieux. Oui, bah, évidemment que c'est un problème sérieux. Mais comment est-ce que ça va s'arrêter? Comment est-ce que le président américain Donald Trump, qui normalement devait avoir une expertise sur plusieurs sujets mondiaux, qui a parlé de comment résoudre le problème entre la Russie et l'Ukraine, qui a commencé déjà à entamer des négociations entre l'Israël et le Hamas, comment lui ne peut pas avoir d'avis sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? C'est quand même honteux, il faut le dire. Ça, c'est du côté des États-Unis. Mais il y a la France. J'ai vu le ministre Jean-Noël Barrot s'est rendu dernièrement à Kinshasa. Il y a eu des communiqués pour appeler le Rwanda à retirer ses troupes. Mais après ça, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelles sont les actions engagées par la France? Si les Congolais ont décidé d'incendier l'ambassade de France à Kinshasa, c'est que justement, ils en ont marre de cette façon de faire. Condamner, convoquer des réunions du Conseil de sécurité pour condamner le Rwanda, mais ça ne suffit pas. Il faut que les gens comprennent que le droit international a été fait pour être respecté. Et le droit international, justement, stipule surtout qu'il faut respecter l'intangibilité des frontières. Évidemment, le Rwanda ne va pas reconnaître qu'il dispose des troupes à l'est de la République démocratique du Congo. Mais s'il y a des experts de l'ONU qui produisent un rapport qui montre qu'il y a des troupes rwandaises à l'est de la République démocratique du Congo, des experts des Nations Unies
produisent un rapport qui estime que le Rwanda dispose de troupes à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi, sur base de ce rapport, le Conseil de sécurité des Nations Unies ne prend pas des sanctions contre le pays agresseur? C'est pourtant bien compréhensible, non? Est-ce que les gens vont continuer à mourir comme cela? Les Congolais meurent massivement. Et puis ceux qui ne meurent pas souffrent atrocement. Il y a des déplacés de guerre. J'ai entendu le ministre Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, parler de la deuxième crise humanitaire au monde, à l'est du Congo. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour remédier à cela? Vous prenez l'avion, vous allez au Congo, mais cela ne se fait pas. Soyez énergique, soyez ferme. Si les gens osent s'exprimer maintenant, si les gens osent s'indigner, c'est quand même, ça commence à être trop. Lors de ma dernière émission, je crois, je parlais de l'historique de cette question, que le Rwanda est à l'est de la République démocratique du Congo depuis longtemps, depuis l'invasion du Zaïre en 1996. Mais il y a des gens qui s'entêtent au vu et au su de tout le monde et on trouve cela normal. Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter chez nous? J'interpelle maintenant la France. J'interpelle la Grande-Bretagne. J'interpelle les États-Unis, la Russie et la Chine. Ce sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Je demande à ces pays-là de tout faire pour arrêter le Rwanda. Parce que comme le disait Évariste Ndayishimiye, la guerre peut bien se généraliser. Tout le monde parlait du processus de Rwanda, du processus de Nairobi. Mais je pense, et je sais qu'il y a des puissances sur un simple appel à Paul Kagame, peut arrêter tout cela, tout ce carnage, à l'essai de la République démocratique du Congo. Faites-le, s'il vous plaît. Et puis les négociations interviendront après pour des questions de fond. Mais au moins que la guerre s'arrête. Je n'arrive pas à comprendre que les gens restent les bras croisés quand les gens meurent, quand les gens souffrent. Évidemment, s'il s'agit de la prise des otages en Israël, l'émotion est énorme au niveau mondial. Mais s'il s'agit des gens qui meurent à Goma, à Rutshuru, à Massissi, à Minova ou ailleurs, cela ne semble pas vous émouvoir, outre mesure. Et c'est cela qui nous indigne, s'il vous plaît. Si les Congolais mettent le feu à certaines ambassades, c'est pour cela justement. Ce que je ne soutiens pas, évidemment, je ne soutiens pas la violence. Mais il faudrait que les grandes puissances prennent des décisions concrètes, qu'ils arrêtent le Rwanda. C'est ce que demandait le président Évariste Ndayishimiye. Arrêtez le Rwanda. Et puis après, le reste, vous en discuterez après. Les problèmes des rwandophones congolais. Et d'ailleurs, qui peut dire pourquoi l'OM 23 se bat maintenant? Qui peut le dire? Il n'y a aucune cause. Il y a l'inénérable colonel Nanga qui est là, qui dit que il a
participer au trucage des élections et que c'est pour cela qu'ils ne sont pas, mais ça n'a pas de sens. D'abord, si vous avez participé à ce trucage des élections, vous étiez coupable de cela. C'est un délit. C'est un délit condamnable. Vous pouvez être condamné pour cela. Mais pour remédier à ça, vous allez mettre votre pays sans dessus-dessous, créer le chaos, participer au carnage, au massacre de vos compatriotes. Ça n'a pas de sens, monsieur Nanga. Voilà, mesdames et messieurs, nous voulions parler encore une fois de ce problème de la République démocratique du Congo, mais en partant des propos du président burundais Pierre Evariste Ndayishimiye, qui a mis le doigt sur le problème qu'il y a dans la région des Grands Lacs, à savoir le Rwanda de Paul Kagame, qui continue de s'aimer la zizanie, d'entretenir des relations houleuses, de mettre sans dessus-dessous les pays voisins. Et cela, justement, il faut que quelqu'un puisse l'arrêter. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, c'est maintenant ici que nous mettons fin à l'édition de ce jour. Nous voulions simplement évoquer ce problème qui nous tient particulièrement à cœur. Merci et à bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.